Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Période législative oblige, nous vous proposons ce soir un débat entre deux tours spécial économie, un débat organisé par la FINC et la CPME. C'était hier soir devant plusieurs chefs d'entreprise. Les candidats qualifiés au premier tour des législatives ont été invités à répondre à 5 thèmes économiques bien précis. Seul Louis Mapouf n'a pas répondu à l'invitation. Pour respecter l'équité de temps de parole, nous le retrouverons demain dans la première partie de BDLB. Il répondra au même thème économique. Pour l'heure, je vous propose de voir les temps forts de ce débat d'hier soir. Quant à moi, je vous retrouve demain. Je vais intervenir sur le premier axe le plus rapidement possible, parce que c'est un axe qui est très important, qui est entre les mains de l'État. C'est l'axe développement, capacité pour la Nouvelle-Calédonie d'obtenir à l'intérieur de l'Union européenne un financement, un soutien plus fort que celui dont nous bénéficions aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous sommes, vous le savez, un PTOM, pays territoire d'outre-mer, n'est éligible qu'à un fonds européen de développement. C'est déjà bien, ça fait 700 millions par an, mais par rapport à nos petits collègues d'outre-mer, qui sont, eux, régions ultra-périphériques, ils sont éligibles à bien plus de fonds européens. Et nous sommes pourtant dans cette zone, qui est la première zone en matière de potentialité de développement dans le monde, les seuls représentants de l'Union européenne. On a les seuls territoires, en l'occurrence français, dans cette zone-là, et pourtant l'Union européenne n'a pas choisi la Nouvelle-Calédonie, ni la Polynésie française, ni Wallis et Futuna, elle a choisi Fidji pour mettre sa délégation. Nous, on pense qu'à ce stade de notre développement, dans un partenariat gagnant-gagnant, on doit demander à l'État de faire le lobbying nécessaire et on y prendra toute notre part pour que notre statut évolue, que nous devenions éligibles à d'autres fonds avec toutes les qualités, toutes les spécificités, les richesses de la Nouvelle-Calédonie. C'est un axe fort, notamment en termes de financement. Je pense qu'on ne le mesure pas forcément très bien quand on n'est pas allé voir la Réunion, Martinique ou la Guadeloupe, mais on peut obtenir des financements 10, 15, 20 fois supérieurs en volume à ceux qui sont aujourd'hui éligibles, accessibles à la Nouvelle-Calédonie. Et il faudra aller les rechercher, puisque chacun sait que la France, le budget de la France est évidemment très contraint, alors qu'il existe des fonds tout à fait accessibles et importants, non seulement à l'échelle de l'Union européenne, mais aussi, et je terminerai là-dessus, à l'échelle internationale. Je pense au Fonds vert pour le climat, qui a été ouvert et qui est alimenté dans la perspective, bien sûr, de l'accord de Paris, de sa mise en place et des engagements qui sont pris. Vous savez que nous sommes engagés, la Nouvelle-Calédonie est engagée, demande à l'État, et c'est un de nos axes, demande à l'État d'aller déposer à l'ONU nos engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'éligibilité là aussi à un fonds vert climat international. Toutes ces recherches de financement, bien sûr, seront pour le coup exclusivement destinées aux bénéfices des entreprises, quels que soient les secteurs dans lesquels elles interviennent, que ce soit les taux d'intérêt, que ce soit l'évolution des financements européens ou même le fonds à l'échelle internationale. Aujourd'hui, vous savez, dans les ministères, moi j'ai eu l'occasion de beaucoup aller à Paris quand j'étais au gouvernement, la Calédonie, il y en a qui ne savent même pas que c'est un bout de France. Il y en a qui nous traitent comme si c'était, d'abord ils ne savent pas trop quoi, d'ailleurs ils ne savent même pas exactement où c'est pour certains. Et donc, comme on est dans un espèce de titre particulier, dans un processus particulier, finalement, on n'est pas vraiment traité comme la France, mais on n'est pas vraiment traité comme l'étranger non plus. On est dans un espèce de statut bâtard qui avait du sens pendant la période transitoire, qui avait du sens politiquement, et duquel on doit sortir aujourd'hui et pour lequel on doit clarifier les choses. Et donc, c'est pour ça que c'est important, à mon sens, que dès le lendemain du premier référendum, on puisse inscrire la Calédonie dans un titre, aujourd'hui on est dans un titre transitoire, vous le savez maintenant, on en parle beaucoup, dans un titre non transitoire de la Constitution pour que la Calédonie, tout le monde sache ce que c'est. Donc ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est aujourd'hui on a un ministère de l'Outre-mer qui n'est plus un interlocuteur pour nous, qui malheureusement ne connaît souvent pas beaucoup mieux la Nouvelle-Calédonie que les autres ministères et qui finalement n'a aucun poids vis-à-vis des autres ministères. La deuxième chose qui me paraît importante aussi, c'est la France, elle nous donne beaucoup, vous savez, elle nous donne quand même de l'ordre de 168 milliards. Et je crois qu'on est dans une période où, vous l'avez vu, je crois que le nouveau président de la République connaît assez peu la Nouvelle-Calédonie, voire pas du tout. Les 400 députés de la République En Marche qui seront élus, 400 ou plus, parce que ça a l'air d'être un raz-de-marée, à mon avis, n'y connaissent pas plus quelque chose à la Nouvelle-Calédonie. Et donc, je crois qu'on est dans une période où il faut arrêter
de cracher sur la France. C'est-à-dire que vraiment, si on veut rester, et ça c'est mon point de vue, dans la République, il faut arrêter d'être en permanence en train de tendre la main et de finalement mordre la main qui nous nourrit. Donc ça, c'est paraît un élément important, parce que sinon, à un moment donné, ils vont nous dire, mais vous savez quoi, si la France, elle ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à la lâcher, quoi. Ensuite, dans votre question, il y a aussi la partie européenne. Il y a un enjeu majeur qui arrive dans cette période. C'est en 2020, il y a les accords, je ne sais pas si vous avez suivi ça, donc les accords qui existent pour les pays ACP, donc nous on est un PTOM, mais pour les pays ACP, il y a un accord qui s'appelle l'accord de Cotonou, qui arrive à son terme en 2020. La plupart des pays européens souhaitent profiter de la fin de cet accord de Cotonou pour remettre en cause la manière dont sont traités les PTOM et pour finalement ne plus avoir un traitement différencié qui nous permet à un certain nombre de pays d'avoir finalement une enveloppe différente et de ne pas être traité dans la masse globale. Et donc on a la plupart des pays européens qui souhaitent que tout ça, notamment la Nouvelle-Calédonie, soit remis dans la masse, et puis finalement les 26 pays décideraient de comment on répartit les choses. Alors il faut bien imaginer que si les choses se passent comme ça, on va quand même perdre une bonne partie de ce qu'on obtient de la France, parce que on va être moins prioritaire si l'enveloppe est répartie globalement. Donc on a intérêt, là me semble-t-il, celui qui sera élu député, à se battre pour maintenir le système que nous avons actuellement. Et pour ça, bien évidemment, il faut stabiliser la place de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République. Quand on parle de taux d'intérêt, il faut savoir de quoi on parle. En l'espèce, nous avons des taux d'intérêt, quel que soit le mode de financement, tel que soit le produit requis, qui sont au minimum 50% supérieurs à ceux qu'on trouve en métropole et qui peuvent aller 2 à 3 fois, à des niveaux 2 à 3 fois supérieurs, notamment pour les financements court terme des entreprises. Alors la question est pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui en métropole vous empruntez sur 15 ans à taux fixe pour un bien immobilier à 1,7, 1,8% et pourquoi ici, même si vous êtes bien sous tout rapport, dans le meilleur des cas, vous empruntez à 2,7% sur 15 ans. Alors certes, personne ne se plaint puisque les taux d'intérêt sont bas et qu'on est content de signer à ces taux-là, qu'on a connu dans le passé des taux autrement plus importants. Mais pourquoi il y a 50% d'écart en ce qui concerne ces prêts immobiliers sur des durées identiques et pourquoi sur les découverts, il y a 2 ou 3 fois plus d'écart ? Et donc, j'ai demandé à l'Institut d'émission d'Outre-mer de mener une enquête pour savoir pourquoi on se retrouvait dans cette situation-là. La réponse première qui m'a été donnée par l'Institut d'émission d'Outre-mer, je rappelle qu'elle est présidée par le gouverneur de la Banque de France, donc a priori ce sont des gens d'une très grande qualité, d'une très grande expertise et qui ont les très bonnes réponses sur ces sujets. Et donc là, on m'a dit c'est lié à l'échantillonnage des entreprises, ce qui peut tout à fait se comprendre. En France métropolitaine, vous avez beaucoup de grands groupes et peu de petites entreprises, alors que chez nous, on n'a que des petites entreprises, donc automatiquement, des risques plus importants, des capacités de négociation moins fortes, ce qui conduisent les taux globalement à être plus élevés chez nous qu'ailleurs. J'ai dit, écoutez, ça doit se prouver scientifiquement, donc menons l'enquête, menons l'étude nécessaire. Sitôt dit, sitôt fait, 2 années quand même. Le rythme de l'Institut d'émission d'Outre-mer n'est pas automatiquement encore un travail en temps réel. Mais enfin, bon, le rapport a été rendu sur le sujet. Une enquête très approfondie qui a été menée sur l'ensemble du tissu économique calédonien, l'ensemble des prêts qui étaient consentis aux entreprises calédoniennes. Et on m'a dit, oui, c'est vrai. La conclusion de ce rapport, c'est qu'il y a un effet tissu économique. Et on estime que cet effet tissu économique est générateur d'un surcoût en termes de taux d'intérêt de 20%. Alors donc j'ai posé la question, les 80% autres, d'où viennent-ils ? Donc là, je dois dire qu'au sein du conseil d'administration, je n'ai pas eu de réponse particulière. Là, ce qui est avancé ici par les banques localement, c'est que la productivité calédonienne serait une productivité inférieure à la productivité nationale. J'ai dit c'est très bien, prouvez-le. Portez-là, nous, des éléments. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tout ça, ça ne s'invente pas. Donc, conclusion, si vous le dites, c'est que vous avez des éléments suffisamment assis pour étayer. J'attends toujours de l'Association française des banques le moindre début de commencement d'éléments sur cette productivité inférieure. Et la deuxième raison, qui, elle, est par contre réelle, c'est qu'elles doivent se refinancer pour au moins 60% de leurs besoins auprès de leur maison mère. Plusieurs choses. D'abord, bien évidemment, et là-dessus, je ne vais pas m'étendre parce que je crois qu'on est tous d'accord, donc ce n'est pas un sujet sur lequel on est en désaccord, sur le maintien de la défiscalisation. Je
crois qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est un outil majeur, essentiel, incontournable pour la Nouvelle-Calédonie. Donc bien évidemment, je souhaite, comme tous, je crois, défendre le maintien de la défiscalisation en Nouvelle-Calédonie. Au-delà, il me semble que nous avons la capacité à simplifier les procédures, notamment pour les projets qui sont en dessous d'un certain seuil, en permettant d'avoir un relais local. Alors je crois que c'est en cours ou c'est... mais enfin bon, ça nous a été promis, je pense que ça doit arriver peut-être. En tout cas, je vais dans ce sens-là également. Je pense qu'on a intérêt à avoir une simplification, une réduction des délais pour les projets en dessous d'un certain seuil. Ensuite, un élément qui me paraît important également, c'est la question de l'accès au crédit. Aujourd'hui, on a un ralentissement économique qui est important, qui est dû en partie à l'incertitude sur l'avenir institutionnel, qui est dû en partie à la chute des cours du nickel, mais qui est dû aussi en partie à l'incertitude politique et à la manière dont, et je vais y revenir, à l'absence de visibilité économique et fiscale, qui n'est pas due que à la sortie de l'accord et à la chute des cours du nickel. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les banques, finalement, ne jouent pas le jeu. C'est-à-dire que les banques, aujourd'hui, finalement, pour emprunter 5 millions, il faut en avoir 20 sur son compte. Ce qui n'est quand même pas le but du jeu, surtout en période de ralentissement. Et donc, je crois que le rôle du député n'est pas de travailler sur la baisse des frais bancaires, qui sont finalement, excusez-moi, mais un peu à la marge. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui change le budget, fondamentalement le budget des Calédoniens. Ce qui change fondamentalement le budget des Calédoniens, c'est d'avoir accès ou non à l'emprunt. Et en particulier, ça a un impact également sur le dynamisme économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a ni les particuliers ni les entreprises qui peuvent investir, puisque les banques ne prêtent pas. Et donc, on a un espèce de cercle vicieux au lieu d'avoir un cercle vertueux. C'est-à-dire que si plus personne ne peut investir, du coup, les particuliers ne peuvent pas investir autant qu'ils le voudraient, donc ils n'investissent pas dans le bâtiment, donc le bâtiment ralentit, donc, etc., etc. Et donc je pense que la priorité sur cette question-là, c'est l'accès à l'emprunt, et donc ça doit être, à mon sens, il doit y avoir une pression forte du député et de l'État sur les banques pour que aujourd'hui l'accès au crédit soit amélioré. L'État français négociera dans quelque temps des accords économiques, bilatéraux ou multilatéraux, avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Il faut aussi, là-dessus, qu'on puisse faire entendre notre voix, c'est-à-dire qu'on soit entendu dans ces échanges, très haut niveau bien sûr, avec notre spécificité, parce que ces échanges avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, vu la proximité qui est la nôtre avec ces grands pays, ne peuvent pas être sans incidence. En tout cas, il faut qu'on les mesure, et on veut, c'est un engagement qui est très clairement pris dans nos programmes à tous les deux, on veut pouvoir faire entendre à Paris, avec l'État, dans le cadre de ces échanges, la spécificité de la Nouvelle-Calédonie pour ne pas que des accords internationaux d'envergure, sans qu'on s'en préoccupe, et c'est souvent ce qui se passe, finissent par avoir des conséquences désastreuses sur des tout petits territoires comme le nôtre. Encore une fois, Philippe l'a dit, si on n'y prête pas attention, c'est assez souvent le cas de l'État, ils prennent des engagements, on prend des engagements, et puis finalement on ne s'aperçoit pas que si on n'y prête pas attention, eh bien, la libéralisation des échanges commerciaux va noyer la Nouvelle-Calédonie instantanément sous des tombereaux d'investissement qui seront, par rapport à notre capacité, susceptibles d'être contrés. Ce n'est pas nous, avec nos 270 000 paires de bras, même si on est très fort, qui allons empêcher ni l'Australie ni la Nouvelle-Zélande, sauf si on le fait, et c'est ce qui se passe d'ailleurs avec les représentations locales de ces deux puissances, mais aussi avec l'État, si on ne trouve pas cet équilibre subtil qui permettra d'avoir un échange gagnant-gagnant. On sait que la nature des relations qui existent entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande et donc l'Australie et la Nouvelle-Calédonie sont anciens, ils sont de qualité. Ils sont aussi traversés par des aspirations, non pas opposées, mais complémentaires, sauf qu'on parle avec une puissance internationale qui est colossale, et notre interlocuteur privilégié, c'est l'État. Donc l'État doit aussi nous accompagner pour faire en sorte que vous soyez, vous, accompagnés dans le cadre de cette politique d'intégration régionale. J'ai mené auprès d'Hollande quand il est venu en Nouvelle-Calédonie, ensuite auprès de Valls, j'ai obtenu gain de cause. Et en novembre 2015, s'est tenu le sommet France-Océanie après 6 années d'interruption à l'Élysée. C'est grâce à ça et au soutien de la diplomatie australienne, que je salue, néo-zélandaise, que je salue, du Premier ministre du Vanuatu, francophone et francophile, que je salue, qu'on a pu devenir membre du Forum des îles du Pacifique, à part entière. Et ça, c'est une victoire politique majeure pour le FLNKS.
on ne pouvait être membre à part entière d'une institution régionale que quand on était Kanaki. Tant qu'on n'est pas Kanaki, on n'a pas le droit. C'était pour eux une ligne de fracture. Et on a réussi à défoncer cette ligne de fracture, puisque désormais, avec notre niveau d'émancipation de l'accord de Nouméa, grâce à ce que je viens d'indiquer, au soutien d'un certain nombre de puissances régionales, au sommet qui s'est tenu, on a pu devenir membre à part entière du Forum des îles du Pacifique. Donc les liens sont retissés. Il faut maintenant, bien sûr, que des ministres compétents, ministres des Outre-mer, ministres des Affaires étrangères, viennent au prochain Forum des îles du Pacifique pour témoigner de ce dialogue renouvelé à haut niveau. Il faut que tous les 2 ans, parce que ce n'est pas juste, tu fais une apparition tous les 3 ans, ça ne sert à rien. Il faut que tous les 2 ans, on noue ce qu'on appelle un dialogue de haut niveau entre les administrations des principaux pays de la région et que la France y participe, de façon à suivre les dossiers et à faire avancer ceux qui patinent. Et puis enfin, le prochain sommet a d'ores et déjà été fixé. Il sera en 2018 en Polynésie française. Parce que pour nous, ce n'était pas une date formidable. On ne sait pas exactement si on sera totalement réceptif à ce genre d'exercice diplomatique de haute volée. Donc, ce sera en Polynésie française. Donc voilà, tout ça pour vous dire que nous, l'intégration régionale, ce n'est pas une coquetterie électorale. Genre, on a eu une idée, on vous l'a dit, puis on repart. Non, c'est quelque chose qui est fondamental à Calédonie Ensemble. Plus on arrivera à s'intégrer au plan régional, plus on le fera au plan politique, plus on le fera au économique, mieux on sera inséré dans la région, mieux ça sera pour nous et pour la France en Nouvelle-Calédonie. Il me semble que la priorité, encore une fois, si on veut travailler sur l'intégration régionale, c'est de savoir ce qu'on veut faire au niveau économique de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est un élément important de ce que je propose, c'est-à-dire que ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'on a un vrai déficit de visibilité et de projets, notamment économiques, pour la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que si aujourd'hui un jeune de 20 ans vous dit je vais partir faire mes études là, dis-moi ce que je dois faire comme études pour servir mon pays. Eh bien aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes capable, vous, de répondre à cette question. Moi, j'en suis pas capable, parce qu'aujourd'hui, aucun des politiques au pouvoir n'a été capable d'apporter cette visibilité sur 20 ans, sur 30 ans. Qu'est-ce qu'on veut faire de la Nouvelle-Calédonie ? Au niveau économique, est-ce qu'on veut privilégier le tourisme ? Est-ce qu'on veut privilégier le développement durable, les énergies renouvelables ? Est-ce qu'on veut privilégier les nouvelles technologies ? Et une fois qu'on s'est positionné là-dessus, qu'est-ce qu'on se donne comme moyen pour arriver à ça ? Ce que je propose, moi, c'est une loi de programmation économique, c'est-à-dire que je souhaite que nous ayons, alors ça ne relève pas de la compétence du député, ça relève de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, mais il ne faut pas se mentir, le député en Nouvelle-Calédonie, il a un rôle particulier, parce qu'il a bien évidemment une légitimité personnelle qui est différente, il siège, enfin tous ceux qui se présentent siègent au Congrès ou au gouvernement. Donc je suis convaincue que le député doit être le porte-parole des Calédoniens à Paris, mais aussi à Nouméa. Et pour ce qui concerne cette loi de programmation, à mon sens, ça doit faire partie de la manière dont on construit la sortie de l'accord. C'est-à-dire qu'il faut que pour la sortie de l'accord, en dehors de la question de savoir si le gouvernement doit être collégial ou pas, on doit avoir une visibilité sur qu'est-ce qu'on va faire de la Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce qu'on offre à nos enfants. Et ça, je suis convaincue en plus, faire une petite parenthèse politique avant de rentrer dans la question précisément que vous m'avez posée. En plus, je suis convaincue que c'est de nature à rassurer les indépendantistes, c'est-à-dire de donner une perspective d'avenir à leurs enfants. Et ça, je pense que ça fait partie des choses positives sur lesquelles on peut travailler et des choses positives que vont nous apporter la sortie de l'accord de Nouméa. Et il me semble que dans le cadre de cette loi de programmation que j'ai inscrite dans mon programme, il doit y avoir un volet sur l'intégration régionale de manière à ce qu'on puisse avoir cette vision globale avec toujours l'idée que la Nouvelle-Calédonie doit être le porte-avions des pays de la zone vis-à-vis de la France et vis-à-vis de l'Europe. Je suis passé à Bélep à l'occasion de la campagne électorale. J'ai passé la journée là-bas. Je peux vous dire que ce qui se passe avec les Blue Bots les interpelle sur un certain nombre de sujets. Il ne faut pas croire que c'est des choses qui ne les interpellent pas. Parce que quand on parle avec les indépendantistes de qu'est-ce qu'on fait des compétences régaliennes et qu'est-ce qu'on fait en défense, la réponse en ce qui concerne menée par Ouamitan, c'est on est un pays pacifiste. Donc on n'a pas besoin de défense et on ne va pas attaquer personne, donc il n'y a personne qui nous attaquera. Donc voilà comment est évacué les 20 milliards de francs CFP qui sont consacrés chaque année à la défense dans notre pays au travers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine nationale. Donc là, pour le coup, les mecs de Bélep, avec l'affaire des Blue Bots, ils ne sont plus des pacifistes du tout.
du tout. Ils considèrent que la réponse de Ouamitan n'est pas du tout adaptée. Et ils nous ont demandé de mettre dans notre programme une base de la Marine nationale ou des moyens de la Marine nationale pour les protéger des vautours des mers. Donc, parce que d'abord, on ne part pas de rien. Hein. C'est aussi, ça a été dit par Philippe, on ne fait pas de la sécurité juste parce qu'il y a une élection, puis après on n'en fait plus. On en fait quotidien. C'est d'ailleurs bien souvent pas vu, pas su, et c'est très bien. Mais là, aujourd'hui, on en parle, et là-dessus, on prend un engagement très fort. Le premier, en tout cas, c'est d'aller instantanément, dès qu'on sera élu, parce que je n'en doute pas, c'est la partie méthode Coué, dès qu'on sera élu, il faut voir, rappeler au président de la République qu'il a pris un engagement très fort de créer 10 000 postes de policiers et de gendarmes, à l'échelle nationale évidemment, dans le cadre de sa mandature. Bien sûr, ces 10 000 postes, nous on prétend, et je vous le dis ce soir, avec des arguments incontestables, que la Nouvelle-Calédonie doit être prioritaire par rapport à l'affectation de ses moyens. Non seulement parce que, je l'ai dit, nous n'avons pas les ratios de gendarmes, de policiers, de fonctionnaires de l'administration de justice ou de l'administration pénitentiaire comparables si on se benchmark avec la métropole, mais aussi, par exemple, parce qu'on continue d'avoir aujourd'hui à Saint-Louis, même si ça s'améliore, on n'a pas trop le droit d'en parler, mais ça s'améliore, on continue d'avoir une situation qui est la seule vécue à l'échelle du territoire national, c'est-à-dire une route sur laquelle tous les jours, là pendant que je suis en train de vous parler, quelqu'un peut prendre une balle. Et tout le monde est inquiet, chaque jour, du matin au soir, en circulant devant Saint-Louis. Ben ça, c'est une spécificité. C'est le seul territoire national où on vit ça. Le seul. Est-ce que c'est tolérable? C'est intolérable. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ben oui. Alors, il y a bien des moyens. Nous, on avait proposé, en attendant que les criminels, les tireurs soient arrêtés, de mettre une zone de sécurité de part et d'autre de la commune de la tribu de Saint-Louis. Ça n'a pas été accepté par l'État, mis en place. Tant pis, c'est dommage, mais il faut continuer de préserver, de protéger la circulation des 15 000 automobilistes chaque jour. Et puis, il faut aussi renforcer les moyens du traitement de la chaîne judiciaire. Ça, c'est pour la partie répressive. Parce qu'évidemment, il y a une part de la colère des Calédoniens face à l'augmentation des faits de délinquance qui tient au sentiment que personne n'est arrêté, ou que ceux qui sont arrêtés ne sont pas jugés, ou que ceux qui sont jugés ne vont pas en prison parce qu'il n'y a plus de place. Donc en gros, que rien n'est fait, même si les fonctionnaires que j'ai cités font leur travail, mais il y a un déficit, de moyens, de places. Mais il y a une partie aussi préventive. Hein, parce qu'encore une fois, là aussi, il faut se demander d'où ça vient, quelles sont là les causes, parce qu'il y en a plusieurs, qui alimentent notamment la délinquance des mineurs en Nouvelle-Calédonie. Et là aussi, même si les compétences sont plutôt entre les mains des institutions calédoniennes, on formule des propositions pour qu'avec l'État, on s'occupe d'éviter de voir la chaîne des délinquants grossir chaque année, notamment en puisant dans le vivier des 600 jeunes qui, chaque année, quittent le système scolaire sans qualification, sans diplôme, sans perspective. Ils ne deviennent pas tous délinquants, évidemment. Mais on se doute bien qu'à 16 ans, à 15, 16 ans, quand on quitte le système scolaire sans perspective, sans rien, il y a plus de chances à un moment de finir par faire des bêtises, ou pire, que le contraire. Et on ne peut pas, et en tout cas nous, on ne se résigne pas à la fatalité de voir chaque année ce chiffre-là catastrophique nous être remonté du vice-rectorat. Donc il faut les traiter, c'est la partie service civique calédonien, ici, mais avec un financement qui sera demandé à l'État dans le cadre du contrat de développement. L'idée sur la question de la sécurité, c'est de changer les mentalités. C'est de se dire qu'aujourd'hui, non, on ne peut pas se saouler sur la voie publique. Non, quand on a 16 ans, on ne peut pas aller cambrioler une baraque en sortant 1 heure après du commissariat. C'est pas possible, ça ne marche plus comme ça. Et donc pour ça, il faut, à mon sens, et là c'est le rôle du député, principalement, agir sur tous les domaines. Sur le domaine de l'alcool. L'alcool, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc j'ai fait un certain nombre de propositions que j'ai déposées au Congrès sur ce sujet-là. Sur la question de la présence policière, parce que malgré tout, la force de dissuasion, c'est un élément essentiel. On le voit notamment dans les pays anglo-saxons de la zone, Australie, Nouvelle-Zélande. On a une présence de dissuasion, une force de dissuasion qui est importante. Donc, présence policière, je vous redonne un chiffre que j'ai donné régulièrement, mais qui est un chiffre officiel de l'État. Aujourd'hui, on a plus de 400 fonctionnaires de police et on en a entre 8 et 12 sur le terrain le vendredi soir et le samedi soir. Police nationale. 430 entre 8 et 12. Donc ça, c'est pas juste une question. C'est pas moi, c'est pas mes chiffres, c'est les chiffres officiels confirmés par l'inspection générale, etc. Donc il n'y a pas de contestation sur ce chiffre-là. Ça, c'est inacceptable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, il ne s'agit pas d'avoir des moyens supplémentaires. Il s'agit de remettre des gens sur le terrain. Il s'agit de faire le choix, et c'est exactement le choix inverse qui a été fait par
le gouvernement socialiste précédent, qui était de dire on va mettre en place plus de forces d'élucidation des affaires que de forces de dissuasion. C'est quand même un peu particulier, c'est-à-dire que moi je considère quand même que quand on dissuade, on a moins à élucider. Enfin, c'est un principe de base, mais... donc, première chose, l'alcool. Deuxième chose, les forces policières. Troisième sujet, la responsabilisation des parents. La responsabilisation des parents, quand on a un gamin qui est récidiviste, il n'y a pas de raison qu'on continue à toucher les allocations familiales, parce qu'on a des parents qui malheureusement sont totalement démissionnaires et donc qui jouent au bingo, ou enfin bon, je n'ai rien contre les bingos, mais enfin, et qui du coup ne s'occupent pas de leur enfant. Je pense qu'ils s'en occuperont plus si ils n'ont plus les allocations familiales. Et puis le quatrième élément, qui est un élément majeur, en termes, là je suis sur la répression, je vais parler ensuite un peu de prévention. Sur la répression, c'est la question de la réponse pénale qu'on apporte aux mineurs. Aujourd'hui, on a plus de 50% des délits qui sont commis par des mineurs et on n'a pas de réponse. Donc là, moi, ce que je propose, et ça rejoint en partie là aussi, pas ce que proposait tout le monde, mais ce que proposaient mes prédécesseurs, c'est la création d'un centre éducatif d'insertion par le travail dans un format militaire. C'est-à-dire que un peu sur le modèle de ce qui existe au RSMA qui est sur la base du volontariat, là ce ne serait pas uniquement sur la base du volontariat, mais qu'on mette en place un centre éducatif où on réapprenne un peu de manière militaire à se laver le matin, à se raser, à se coiffer, à travailler, et qu'il y ait un travail d'insertion qui soit effectué. L'avenir, le développement économique passe par le soutien et le développement des entreprises en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'elles rencontrent des difficultés, ce qui est le cas aujourd'hui, il faut que ici et en métropole, alors ici, c'est des compétences qui sont éminemment, majoritairement attribuées aux institutions, mais en métropole aussi, notamment les outils de la défiscalisation. On n'en a pas parlé ce soir, mais très peu. La défiscalisation, elle est aujourd'hui existante. Il faut, et on a aussi des propositions là-dessus, qu'elle soit étendue, c'est-à-dire que notamment un dispositif que vous connaissez peut-être, le Duflo-Pinel, soit élargi pour permettre encore plus de soutien financier, notamment au travers du crédit d'impôt, dans la construction de logements. Vous savez que le BTP souffre, il n'est pas tout seul, le BTP souffre et les Calédoniens souffrent d'une pénurie de logements accessibles. On sait que c'est un secteur qui est à la fois porteur en termes de chiffre d'affaires, de création de valeur ajoutée, potentiellement de création d'emplois aussi. Il est au ralenti, un peu à l'image de tous les autres secteurs. On a là-dessus une action très forte à entreprendre en tant que député à l'échelle nationale, sur des outils qui ont d'ailleurs fait preuve de leur utilité. Le Duflo-Pinel, ça existe, ça marche bien, sauf qu'il n'est pas ajusté, il n'est pas indexé ici, et donc il ne produit pas les effets qu'il faut. On a de la défiscalisation sur des logements sociaux, youpi. On a maintenant une instruction qui est délocalisée, tant mieux. Il en faut d'autres. L'économie calédonienne, de toute façon, c'est l'avenir du développement de la Nouvelle-Calédonie, à condition que, bien entendu, cette richesse qui sera créée par l'économie, ici et à l'extérieur, pour reprendre le plan développement, intégration régionale, etc., soit achetée par un pouvoir d'achat qui soit conforté et augmenté chez les consommateurs. Les consommateurs, c'est 70% du moteur de la croissance de la Nouvelle-Calédonie. Donc l'économie peut se développer, doit se développer, à condition qu'à côté d'elle, on trouve aussi des équilibres qui permettent de retrouver, de relancer le pouvoir d'achat des Calédoniens. Alors là-dessus, ce sont encore une fois essentiellement des compétences qui sont locales, mais exclusivement dans le cadre de cette campagne. Bien sûr, on peut parler un peu plus, on a parlé un peu plus du projet politique, on a parlé du référendum, on a quelques engagements en matière économique. Et on vient de parler d'un sujet excessivement important, la sécurité, le rétablissement de la sécurité, la lutte contre les maux dont souffre une partie de notre jeunesse. Mais la vraie menace au plan économique, dont on a très peu parlé et qu'il nous faut avant, pendant et après l'accord de Nouméa garantir, c'est la préservation de l'état aujourd'hui de dépendance extrême, trop important, de la Nouvelle-Calédonie au secteur du nickel. Le secteur du nickel représente une très faible part de notre richesse, de notre valeur ajoutée, chaque année, alors qu'il représente une part colossale au plan social des emplois. 20 000 emplois, directement, indirectement, de manière induite, sont liés à une économie importante, bien entendu, mais qui génère, par les temps qui courent en tout cas, 4-5% du PIB annuel. Et qui en plus est susceptible d'être menacé par des événements qui sont très largement extérieurs à nous, qui sont parce que le cours continue d'être très faiblement orienté, parce que les efforts qui pourtant sont eux aussi colossaux entrepris par les entreprises, les salariés et les actionnaires devront continuer d'être au goût du jour à la fois en 2017 et en 2018. Si je prends juste l'exemple de Vale, Vale est passé de 25 000 $ la tonne il y a 2 ans à aujourd'hui 10 500 $ la tonne. Ça ne s'est pas fait par l'opération du Saint-Esprit. Tout le monde y a contribué. 10 500 $ la tonne. Ils perdent 2 000 $ par tonne produite chaque année, chaque jour. Donc c'est très sensible. Et aujourd'hui, il y a une vraie menace qui pèse. Avant de parler de développement, il y a une vraie menace qui pèse sur cet équilibre fragile parce qu'au plan social,
on a une vraie grande fragilité. Donc le développement de l'économie, c'est l'avenir, la diversification, c'est l'avenir, le soutien de tous les partenaires, que ce soit l'État, les députés, si jamais nous le sommes, ou les élus locaux, de toute façon devront s'orienter au soutien, à votre soutien bien sûr, pour faire en sorte que l'après-accord de Nouméa soit dans un environnement pacifié, parce qu'encore une fois, il n'y aura pas de développement économique si on ne sort pas du référendum de manière pacifiée. C'est pour ça que notre projet est là, hein. Notre projet, bien sûr, c'est dans la France aux couleurs de la paix, pas juste pour le plaisir de dire on a gardé la paix. Parce que si on revient même un petit peu dans des événements qu'on a connus, tout le monde va en pâtir. Il y aura non seulement plus de développement économique, mais ce sera une récession économique. Et là, pour le coup, tout le monde en pâtira. Donc c'est aussi dans ce sens-là qu'on s'inscrit, même si c'est peut-être moins clair, dans le slogan qu'on porte. En quoi sortir de la France apporterait quelque chose à notre pays? Ça n'apporterait rien. Ça apporterait des financements en moins, ça apporterait une capacité de nous protéger en moins, ça apporterait une capacité de nous protéger des prédateurs extérieurs comme la Chine en moins. Dans 10 ans après une indépendance ici, on serait une colonie chinoise comme le Vanuatu, comme les Salomon, comme Fidji l'est devenu, et nous encore plus parce qu'on a les deuxièmes richesses au monde en matière de nickel. Donc ce serait une bêtise monstrueuse accomplie pour une idéologie qui est surannée, c'est-à-dire anachronique au sens propre du terme. C'est une idéologie des années 50 et 60 qui a plus de place en 2017. Par contre, il y a des souverainetés utiles. La souveraineté énergétique de notre pays est une souveraineté utile. On apporte aujourd'hui 80% des combustibles fossiles nécessaires pour notre électricité. Alors que demain, être souverain énergétiquement, c'est avoir la capacité, avec l'eau du pays, le soleil du pays et la pluie du pays, l'eau du pays, le vent du pays, de fournir l'énergie du pays. Voilà ce que c'est être souverain au plan énergétique. Et c'est une force immense, au lieu d'apporter du fioul et du charbon. Être souverain au plan alimentaire, voilà une souveraineté utile. On produit 15% de ce qu'on consomme sur cette grande île, avec cette grande tradition agricole, mais on est archi nul. La Réunion, ce petit bout de volcan, avec ses 800 000 mecs, il produit 50% de ce qu'il consomme. Donc on a un chemin à faire sur la souveraineté alimentaire. Les pays les plus puissants demain à l'échelle de la planète, ce seront ceux qui seront capables de produire ce que leur population a besoin de consommer au lieu de l'importer, puisqu'on va vers une planète à 10 milliards d'êtres humains. Et souveraineté économique, bien sûr. Souveraineté économique, c'est le nickel dont a parlé Philippe Dunoyer, mais c'est également les relais de croissance qu'on doit organiser maintenant qu'on est au bord du trou. Ça aurait dû être fait depuis plusieurs années, initié depuis plusieurs années, en matière touristique d'une part, en matière industrielle, capacité de production industrielle dans notre pays, de production locale dans notre pays, et bien sûr en matière écologique, je crois qu'il y a toute une industrie de l'environnement, de l'innovation qui est à créer, qui est à développer et qui peut véritablement apporter beaucoup de valeur ajoutée, de richesse et d'emploi dans notre pays. Je pense que la TGC, telle qu'elle a été mise en place, et je précise que je l'ai votée, mais que les 5 taux, c'est un casse-tête pour lequel tout le monde va s'en sortir, mais à quel prix, avec quelle contrainte en termes de temps. Moi, je l'ai voté parce que je considère que la TVA, il fallait bien simplifier le système finalement de taxes à l'entrée qu'il y avait, mais je ne pense pas qu'on ait simplifié finalement énormément les choses avec le système qui a été mis en place. Donc je ne crois pas qu'un système aussi complexe améliore la confiance des entreprises, et je pense qu'il y avait là aussi, et je crois que c'était une proposition que vous faisiez, la possibilité de mettre en place une TVA sociale où finalement on redonnait un peu de souffle aux entreprises en permettant de faire baisser un petit peu les charges sociales, quitte à en redistribuer une partie aussi au salaire. Ça permettait de redonner du pouvoir d'achat aux Calédoniens, de redonner du souffle aux entreprises, et on aurait pu, de cette manière-là aussi, simplifier le système à 5 taux qui, à mon sens, qui d'abord n'existe nulle part dans le monde. La TVA, ça existe dans 169 pays au monde, mais 5 taux, nous, on est les champions du monde. Nous, on est les meilleurs. Donc, il faut que là-dessus, on soit conscient du fait que ce n'est pas la complexité qui améliore la confiance. Donc, voilà, ça fait partie des choses qui sont des compétences un peu locales. Je suis désolée, je déborde un peu du rôle du député, mais je suis élue du Congrès, je le resterai, et je suis présidente du groupe des Républicains, donc je ne pense pas que les questions que vous posez s'arrêtent exactement au rôle du député. Donc voilà, donc il me semble que la priorité, c'est d'avoir un tissu économique fort puisque sa question c'était l'économie dans la sortie de l'accord ou quelque chose comme ça, et donc la construction d'un vrai projet commun avec une visibilité importante sur les décennies qui arrivent sur le plan économique pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Voilà.